J'ai cumulé 3 emplois depuis l'âge de 16 ans, et j'ai payé moi-même mes factures. J'ai financé mes études, j'ai acheté un appartement à 26 ans, et mes parents m'ont accusé de donner à ma sœur le sentiment d'être une ratée. Ensuite, ils m'ont traîné en justice. J'ai besoin d'en parler, car je tremble encore de ce qui s'est passé au tribunal hier. Mon avocat dit que je devrais tout documenter. Alors, allons-y. Je m'appelle Camilla et j'ai 27 ans. Ma sœur Madison en a 29. En grandissant, la différence de traitement entre nous par nos parents était si évidente, que même nos voisins la remarquaient. Madison était l'enfant chéri, celle qui ne pouvait rien faire de mal, tandis que j'étais la gamine qui devait se débrouiller toute seule. Quand Madison était au lycée, nos parents lui ont offert une Honda Civic toute neuve pour ses 16 ans. Ils ont organisé une fête dans un country club, avec 200 invités. Quand j'ai eu 16 ans, ma mère m'a tendu un billet de 20 €, et m'a souhaité un bon anniversaire au petit déjeuner. Pas de gâteau, pas de fête, juste un billet de 20 et une tape sur l'épaule, avant qu'elle ne parte pour la visite du campus universitaire de Madison. J'ai commencé à travailler dans un resto local la même semaine. La propriétaire, Madame Chen, m'a embauché sur le champ quand je suis entré, en demandant des infos sur le panneau où on embauche. Elle m'a appris à tenir les assiettes en équilibre sur mon bras, et à retenir les commandes sans les noter. Le travail était dur, mais j'aimais avoir mon propre argent. Pour la première fois de ma vie, je n'avais rien à demander à mes parents. Le resto est devenu mon refuge, d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. Madame Chen remarquait des choses chez moi que mes propres parents ne voyaient jamais. Elle voyait quand j'arrivais épuisé, quand je n'avais pas mangé, ou quand quelque chose me tracassait. Elle me faisait asseoir pour manger de la soupe avant mon service, sans rien déduire de ma paie. Sa fille, Linda, travaillait le matin et est devenue comme une grande sœur pour moi. Elle m'a appris à gérer les clients difficiles sans perdre mon sang-froid, et me glissait des pourboires supplémentaires, quand elle savait que j'économisais pour mes manuels scolaires. À la maison, le contraste entre la vie de Madison et la mienne devenait encore plus frappant. Elle rentrait de la fac le week-end avec des sacs de vêtements neufs, parlant de fêtes, de soirées formelles et de voyages. Mes parents s'asseyaient à table, totalement captivés par chaque histoire qu'elle racontait. Ils posaient des questions, riaient à ses blagues, et lui disaient à quel point ils étaient fiers de tout ce qu'elle faisait. Quand j'essayais de raconter des histoires du boulot, ou de parler de mes cours, la conversation changeait de sujet en quelques minutes. Mon père se souvenait soudain d'un coup de fil qu'il devait passer. Ma mère commençait à débarrasser la table, même si nous n'avions pas fini de manger. Madison regardait son téléphone et s'excusait pour partir. Le message était clair, ma vie n'était pas assez intéressante pour mériter leur attention. Madison est allée dans une université privée, à 3 heures de route. Nos parents ont payé ses frais de scolarité, son logement, ses repas, et lui donné une allocation mensuelle de 800 € pour ses besoins essentiels. Elle a rejoint une sororité, est partie en voyage à Canquin pour le spring break, et postait des photos d'elle dans des restaurants chers tous les week-ends. De mon côté, j'allais à l'université communautaire locale, et je vivais à la maison en travaillant au resto 5 soirs par semaine. Je me souviens de la première fois où j'ai dû demander congé pour un examen, et Madame Chen n'a pas hésité à accepter. Elle m'a dit que l'éducation passait avant tout, toujours. Mes propres parents ne m'avaient jamais dit une chose pareille. Quand j'ai eu un A à cet examen, je l'ai montré à Madame Chen avant de le montrer à quiconque de ma famille. Elle m'a serré dans ses bras, et a affiché ma copie sur le tableau d'affichage derrière la caisse pendant toute une semaine. Les clients posaient des questions à ce sujet, et elle rayonnait de fierté, leur parlant de sa Camilla, qui allait accomplir de grandes choses. Mes parents n'ont jamais demandé comment s'était passé l'examen. La pression financière était incessante pendant ces années-là. J'ai mis au point un système où je préparais mon propre déjeuner chaque jour, généralement un sandwich au beurre de cacahuète, et n'importe quel fruit en promo. J'ai appris quelle station-service avait les prix les plus bas, et je conduisais 10 minutes de plus pour économiser 3 € sur un plein. J'achetais mes manuels d'occasion, ou je les empruntais à la bibliothèque quand c'était possible. Quand ce n'était pas une option, je photographiais chaque page dont j'avais besoin sur le livre d'un camarade, et je le rendais le jour même. Il y a eu des moments qui m'ont brisé. Je me souviens avoir pleuré dans ma voiture un soir, après mon service, parce que j'avais mal calculé mon budget, et qu'il me manquait 40 € pour des frais de labo obligatoires. J'allais devoir sauter de plein de courses ce mois-là pour compenser. Je suis resté assise sur le parking du resto à 23 h,
mangeant des craquelins que j'avais pris au travail parce que mon ventre gargouillait, me demandant si ma vie entière ressemblerait à ça. Mes parents n'ont jamais proposé de m'aider pour mes frais de scolarité. Quand j'ai abordé le sujet une fois au dîner, mon père a marmonné quelque chose sur le fait que je devais apprendre la responsabilité, et qu'ils avaient déjà tant investi dans l'éducation de Madison. Ma mère a ajouté que l'université communautaire était assez abordable, et que je devrais pouvoir m'en sortir toute seule. Madison est restée là, à manger sa lasagne, complètement silencieuse. Alors, j'ai pris un deuxième boulot dans une épicerie, à remplir les rayons de minuit à 6 heures du matin le week-end. Je dormais 4 heures par nuit lors de ces tours de garde, j'allais en cours, puis je filais directement au resto. Ma moyenne était parfaite, 4.0, car je savais que les bourses étaient ma seule chance d'obtenir ma licence. Après 2 ans de fac communautaire, j'ai été transféré à l'université d'État. J'avais économisé assez pour le premier semestre, et j'avais obtenu une bourse partielle qui couvrait environ 40% des frais de scolarité. J'ai pris un 3e emploi administratif dans un cabinet d'avocats, à classer des papiers et répondre au téléphone, 20 heures par semaine. Une avocate qui était gentille avec moi, Patricia Donovan, m'apportait du café et me posait des questions sur mes cours. C'est elle qui m'a encouragé à envisager l'école de droit un jour. La transition vers l'université d'État a été plus dure que prévu. Les cours étaient plus exigeants. Le campus était énorme, et je me sentais comme une étrangère parmi des étudiants qui semblaient avoir tout compris à la vie. La plupart vivaient sur le campus, allaient aux matchs de football, et parlaient des stages que les relations de leurs parents leur avaient obtenus. Je faisais 1 heure de trajet aller-retour pour économiser sur le logement, et je passais mes week-ends à travailler au lieu de socialiser. Patricia est devenue une sorte de mentor durant cette période. Elle avait été la première de sa famille à aller à la fac, elle aussi. Et elle comprenait l'isolement qui allait avec. Nous déjeunions parfois dans son bureau, et elle me racontait ses propres galères à l'école de droit, les cabinets qu'il avait rejetés, les moments où elle avait failli abandonner. Elle finissait toujours ses conversations en me disant que le chemin difficile forgeait un caractère, que les gens privilégiés ne pourraient jamais développer. Je me suis accroché à ces mots durant les moments les plus sombres. Mon emploi du temps, durant ces années universitaires, était punitif. Je me levais à 5 heures du matin, je conduisais jusqu'au campus, j'assistais aux cours jusqu'à 14 heures, je fonçais au cabinet d'avocat pour un tour de 4 heures, puis je partais au resto pour le coup de feu du dîner jusqu'à la fermeture à 22 heures. Je rentrais vers 23 heures, j'étudiais jusqu'à 2 heures du matin, je dormais 3 heures, et je recommençais tout. Le week-end, je prenais le quart de nuit à l'épicerie, remplissant les rayons dans le calme étrange d'un supermarché fermé. Ce travail à l'épicerie était abrutissant, mais paisible à sa façon. Je mettais mes écouteurs et j'écoutais des livres audio en travaillant, déballant des cartons et organisant les étagères. Mon superviseur, un gars nommé Derek qui finançait son master, apportait des beignets pour l'équipe de nuit. On prenait notre pause à 3 heures du matin, assis dans la salle de pause sous des néons clignotants, trop fatigués pour faire une vraie conversation, mais reconnaissant de la compagnie. Bref, le manque de sommeil était devenu mon état normal. Je m'endormais parfois dans le bus, me réveillant en sursaut, paniqué à l'idée d'avoir raté mon arrêt. Je buvais tellement de café que mes mains tremblaient. J'avais des maux de tête dus au stress qui duraient des jours, mais je ne pouvais pas ralentir, car ralentir signifiait prendre du retard sur les paiements, et prendre du retard signifiait perdre tout ce pour quoi j'avais travaillé. Pendant ce temps, les réseaux sociaux de Madison montraient une expérience universitaire complètement différente. Elle postait des photos de soirées, de balles de promo, et de vacances à la plage pendant le spring break. Elle rejoignait des clubs et allait à des concerts. Sa plus grande plainte, exprimée lors d'un dîner de fête, était que le chef de sa sororité ne faisait pas de bonnes options végétaliennes. Je m'étais mordu la langue si fort que j'en ai senti le goût du sang, en pensant au paquet de nouilles à 50 centimes qui constituaient la plupart de mes repas. Je vivais dans l'appartement le moins cher que j'avais pu trouver, un studio au mur fin, avec une salle de bain de la taille d'un placard. Je mangeais des nouilles instantanées et de la soupe en conserve la plupart des soirs. Je m'habillais dans des friperies et je coupais moi-même mes cheveux. Chaque euro partait dans les frais de scolarité, le loyer ou l'épargne. J'ai obtenu ma licence à 23 ans, avec 15 000 euros de dettes étudiantes, ce qui ressemblait à une victoire comparée à la dette à 6 chiffres que la plupart de mes camarades portaient. Le studio se trouvait dans un immeuble qui avait connu des jours meilleurs, probablement dans les années 70. La moquette était tachée de marques mystérieuses laissées par les locataires précédents.
La cuisine consistait en une plaque chauffante, un mini-frigo, et 45 cm de plan de travail. Le chauffage cliquetait et faisait du bruit, mais produisait à peine de la chaleur, alors je dormais en sweatshirt et chaussettes pendant l'hiver. Mais c'était chez moi, payé avec l'argent que j'avais gagné, et cela rendait l'endroit plus précieux que n'importe quel appartement de luxe. J'ai appris à cuisiner des repas élaborés avec un minimum d'ingrédients. Un sac de riz, quelques légumes surgelés, et des morceaux de viande bon marché pouvaient durer une semaine, si je planifiais soigneusement. J'ai découvert quelles épiceries soldaient leurs produits de boulangerie à des heures précises, et je calais mes visites pour obtenir du pain de la veille pour 1 euro. Je suis devenue experte pour faire durer le café, réutilisant le marc 2 fois avant de le jeter. Ce n'étaient pas exactement des choses dont j'étais fier, mais c'étaient des compétences développées par nécessité, et elles fonctionnaient. Le jour de ma remise de diplôme est arrivé sans grande fanfare. J'ai traversé l'estrade dans une toge louée, j'ai serré la main du doyen, et j'ai reçu mon diplôme. Mes parents sont venus à la cérémonie, mais sont partis immédiatement après, disant qu'ils avaient un dîner prévu qu'ils ne pouvaient pas manquer. Ils emmenaient Madison fêter son récent entretien d'embauche, même si elle n'avait pas encore eu le poste. Je suis resté debout sur le parking après, tenant mon diplôme, regardant les familles prendre des photos et partir pour des repas de célébration. Madame Chen avait proposé de venir, mais je lui avais dit de ne pas prendre de jours de congé. J'aurais aimé dire oui. Jessica, ma meilleure amie de la fac communautaire, qui avait été transférée dans la même université, m'a trouvé debout là, toute seule. Elle m'a attrapé la main, et m'a traîné dans un dîner du coin, où nous avons commandé des milkshakes au chocolat et des bâtonnets de mozzarella. Elle a porté un toast avec son verre de milkshake, me disant que j'étais la personne la plus badass qu'elle connaisse. Nous sommes restés là pendant 3 heures, à parler de notre avenir et à faire des plans élaborés, dont nous savions toutes les deux qu'ils étaient en partie fantaisistes. Mais ça faisait du bien de rêver avec quelqu'un qui se souciait vraiment de moi. Madison a obtenu son diplôme la même année que moi. Elle a changé de majeur 3 fois, et a pris une année supplémentaire pour finir, le tout financé par nos parents. Elle est retournée vivre à la maison après, et a travaillé à temps partiel dans une boutique du centre-ville, vendant des bougies hors de prix et des coussins décoratifs. Elle gagnait environ 1 200 € par mois, et dépensait la majorité en vêtements et en brunch avec ses amis. Nos parents ne lui demandaient pas de loyer, ni de participer aux courses. Elle traitait ses chèques de paie comme de l'argent de poche, flambant tout ce qu'elle gagnait, puis demandant plus à nos parents quand elle était à sec. J'ai obtenu un poste de parajuriste au cabinet où j'avais travaillé pendant la fac. Le salaire était de 48 000 € par an, ce qui me semblait être une fortune après des années à gratter les fonds de tiroir. J'ai continué à vivre dans mon minuscule studio et à travailler les week-ends au resto, parce que Madame Chen était devenue comme une famille pour moi. J'économisais de manière agressive, mettant de côté 60% de chaque paie. Le poste de parajuriste a changé ma vie, bien au-delà du simple salaire. Pour la première fois, j'avais une assurance santé. J'avais des congés payés. J'avais des collègues qui me traitaient comme une égale, et valorisaient mes contributions. Les associés principaux ont remarqué mon éthique de travail, et ont commencé à me donner des tâches plus complexes. Je rédigeais des requêtes, menais des recherches juridiques, et assistais aux réunions clients. Patricia m'a prise à part un jour, et m'a dit que j'avais ce qu'il fallait pour être une excellente avocate, si jamais je décidais de poursuivre dans cette voie. Mais l'école de droit signifiait plus de dettes, plus d'années de lutte, et je n'étais pas encore prête pour ça. J'avais passé 7 ans à me pousser jusqu'à la limite absolue, et j'avais juste besoin de vivre un peu. J'avais besoin d'économiser, de construire une stabilité, et de découvrir qui j'étais en dehors du mode survie constant. Les demandes d'argent de mes parents sont devenues plus fréquentes durant cette période. Ce qui a commencé par des demandes occasionnelles de 50 € a grimpé à plusieurs centaines à la fois. Mon père a appelé un après-midi, disant que leur voiture était tombée en panne, et qu'ils avaient besoin de 800 € pour les réparations. J'ai viré l'argent le jour même. 2 semaines plus tard, j'ai vu le post Instagram de Madison, célébrant le fait que nos parents lui avaient fait la surprise de retaper sa vieille Honda, avec une nouvelle peinture, de nouvelles jantes, et un système audio premium. La légende disait, les meilleurs parents du monde, avec une photo d'elle posant à côté de la voiture qui avait soi-disant besoin de 800 € de réparation de base. Je me suis senti stupide de ne pas l'avoir vue plus tôt. Chaque prêt, chaque demande, chaque histoire larmoyante avait été une manipulation.
Il finançait le train de vie de Madison et ses améliorations avec l'argent qu'il m'extorquait sous de faux prétextes. Quand j'ai confronté ma mère à ce sujet, elle est devenue défensive, et a dit que j'étais paranoïaque. Elle a prétendu que la situation de la voiture était une coïncidence, et que je cherchais toujours des raisons de me sentir victime. J'ai arrêté de leur donner de l'argent après ça, et notre relation déjà tendue s'est encore détériorée. Mes parents me demandaient occasionnellement de l'argent, de petites sommes au début, 50 € par-ci, 100 € par-là. Ils avaient toujours une excuse concernant des dépenses imprévues, ou l'attente d'un chèque. Je leur donnais parce qu'ils étaient mes parents. Et malgré tout, une partie de moi voulait toujours leur approbation. Ils ne m'ont jamais remboursé. Au fil des ans, ces prêts se sont accumulés. Bien que je n'ai jamais tenu un compte précis, car je ne pensais pas que mes propres parents profiteraient de moi comme ça. À 25 ans, j'avais économisé 70 000 €. J'avais aussi remboursé intégralement mes prêts étudiants. J'ai commencé à regarder les appartements et les quartiers où je n'avais fait que rêver de vivre. J'ai trouvé un 2 pièces dans un immeuble rénové du centre-ville, avec des murs en briques apparentes et d'immenses fenêtres donnant sur la rivière. Le prix demandé était de 210 000 €. J'ai travaillé avec un courtier en prêts hypothécaires, et j'ai obtenu une préapprobation. Mon score de crédit était excellent, parce que j'avais été obsessionnel sur le paiement de chaque facture à temps. J'ai fait une offre, négociée à 195 000 €, et versé un acompte de 40 000 €. Le remboursement du prêt serait inférieur à ce que je payais en loyer. Le jour où j'ai signé pour l'appart, j'étais si heureuse que j'ai pleuré sur le parking de la société de titres. J'ai appelé ma meilleure amie, Jessica, et elle a apporté du champagne dans mon nouvel appartement vide. Nous nous sommes assises par terre, et avons porté un toast à toutes ces années de labeur qui avaient mené à ce moment. Jessica et moi avons passé cette première nuit dans l'appart à planifier la décoration de chaque pièce. Nous avons mesuré les murs, et regardé des meubles en ligne, dont je ne pouvais pas encore me payer la plupart, mais c'était incroyable de simplement envisager d'acheter un vrai canapé, au lieu du futon sur lequel je dormais depuis 4 ans. Elle est restée jusqu'à minuit, et après son départ, j'ai marché dans ma maison vide, touchant les murs, regardant par chaque fenêtre, essayant de me convaincre que c'était réel. J'ai dormi sur un matelas gonflable cette première semaine, mais je m'en fichais. Je me réveillais et je me rappelais où j'étais, et le bonheur me frappait à nouveau. J'ai cumulé 3 emplois depuis l'âge de 16 ans. J'ai tout sacrifié, j'ai surmonté l'épuisement, la solitude et d'innombrables moments de doute. Et maintenant, je possédais un bien immobilier. J'avais du capital. J'avais quelque chose qui était vraiment, légalement, complètement à moi. Le processus d'emménagement et d'ameublement a pris des mois. J'ai acheté les meubles pièce par pièce, selon mes moyens. Un canapé dans une friperie que j'ai retapissé moi-même grâce à des tutoriels. Un cadre de lit trouvé sur Craigslist, qui avait juste besoin d'être teint pour avoir l'air neuf. J'ai peint les murs moi-même, passant mes week-ends avec des rouleaux et des bacs de peinture, transformant l'espace vide en quelque chose qui reflétait qui j'étais. Madame Chen est venue me rendre visite une fois que j'avais un peu tout arrangé. Elle a traversé chaque pièce, observant tout lentement, et quand elle a fini la visite, elle avait les larmes aux yeux. Elle m'a serré dans ses bras, et m'a dit qu'elle avait toujours su que j'y arriverais. Elle a apporté un cadeau de crémaillère, un service d'assiettes et de bols qu'elle avait choisi spécialement. Je les utilise encore tous les jours. Je ne l'ai pas dit tout de suite à mes parents. Je n'essayais pas de le cacher, mais je n'étais pas non plus pressé de partager une bonne nouvelle avec des gens qui n'avaient jamais célébré mes réussites auparavant. Ils l'ont découvert 2 semaines plus tard, quand Madison a vu des photos sur mon Instagram. J'avais posté des photos de l'appart, de la vue, et une légende sur le travail acharné qui paie. Mes parents m'ont appelé ce soir-là. Le ton de ma mère était froid dès le premier mot. Elle a demandé pourquoi je ne leur avais pas parlé de l'appartement. J'ai expliqué que j'avais été occupé par le déménagement, et que je prévoyais de les inviter une fois installés. Elle m'a coupé, et a dit que nous devions avoir une réunion de famille. L'appel a duré moins de 3 minutes, mais je savais que quelque chose n'allait pas, à la façon dont ma mère parlait. Sa voix avait cette qualité tendue qu'elle prenait quand elle était en colère, mais qu'elle essayait de garder son calme. Elle n'a posé aucune question sur l'appartement lui-même. Elle ne voulait rien savoir sur le quartier, ou la vue, ou aucun détail qu'un parent normal pourrait vouloir connaître. Elle a juste exigé que je vienne à la maison le lendemain à 20 h précises. Aucune explication, aucune place pour la négociation.
J'ai à peine dormi cette nuit-là. Je n'arrêtais pas de passer en revue les possibilités de ce qu'ils pouvaient vouloir discuter. Une partie de moi se demandait si, peut-être, ils avaient enfin changé d'avis, si me voir réussir leur avait fait réaliser qu'ils s'étaient trompés sur mon compte toutes ces années. Cet espoir semblait pathétique même en l'envisageant. Mais je ne pouvais pas m'en empêcher. Une partie de moi voulait encore leur approbation, avait encore soif de reconnaissance de la part des gens qui m'avaient mis au monde. Je suis allé chez eux le lendemain, confuse et déjà épuisée. Madison était là, assise sur le canapé, les yeux rouges comme si elle avait pleuré. Mon père faisait les 100 pas près de la cheminée, et ma mère se tenait les bras croisés au milieu du salon. Avant même que je puisse m'asseoir, ma mère s'est lancée contre moi. Elle a dit que j'étais égoïste et cruel d'acheter un appartement sans penser à ce que Madison ressentirait. Elle a dit que Madison avait travaillé si dur, qu'elle avait du mal à économiser de l'argent, et que maintenant je lui donnais le sentiment d'être un échec total. Mon père a renchéri, disant que j'aurais dû leur parler avant de faire un achat aussi important, parce que cela affectait toute la famille. Je suis resté là, sous le choc. J'ai demandé en quoi le fait d'acheter une maison avec l'argent que j'avais gagné affectait qui que ce soit d'autre que moi. Madison s'est mise à pleurer plus fort, disant qu'elle avait l'impression de n'avoir jamais rien accompli, et que je lui frottais mon succès au visage. Ma mère m'a dit que je faisais semblant de ne pas comprendre, et que je savais exactement ce que je faisais. La conversation a dégénéré à partir de là. J'ai souligné que j'avais cumulé 3 emplois tout en payant mes études, que j'avais vécu avec presque rien pendant des années pour économiser, et que je ne devais d'excuses à personne pour avoir acheté une maison. Mon père a dit que j'étais irrespectueuse, et qu'ils avaient beaucoup sacrifié pour m'élever. J'ai failli rire à ça, mais je me suis mordu la langue. Ma mère a dit que la bonne chose à faire serait d'ajouter le nom de Madison sur l'acte de propriété, pour qu'elle puisse bénéficier de la plus-value immobilière. Elle a dit que cela aiderait Madison à se constituer un capital, et lui donnerait de quoi être fière. J'ai dit, absolument pas. L'appartement est à moi, acheté avec mon argent, et le nom de Madison ne figurera jamais nulle part dessus. C'est là que les choses sont devenues vraiment moches. Mon père m'a accusé d'être avare, et jalouse de Madison toute ma vie. Il a dit que je lui avais toujours envié d'être la préférée, et que j'essayais maintenant de l'éclipser. Ma mère a dit que si je n'ajoutais pas Madison sur l'acte, il n'aurait d'autre choix que d'intenter une action en justice. J'ai demandé quel motif juridique il pouvait bien avoir. Ma mère a prétendu que, au fil des ans, il m'avait donné de l'argent et du soutien que je n'avais jamais remboursé, et qu'ils avaient droit à une partie de mes actifs. Reniflement. Je leur ai rappelé chaque euro que j'avais emprunté ou reçu, ce qui totalisait peut-être 300 € sur toute ma vie, et je leur ai dit que je leur ferais un chèque là, tout de suite. Mon père a dit que ce n'était pas une question d'argent. C'était une question de famille, et de faire ce qui était juste. Je leur ai dit que la chose juste aurait été de me traiter comme leur fille, au lieu d'une arrière-pensée, ces 27 dernières années. Je suis parti avant que quiconque puisse dire un autre mot. Je suis rentré chez moi, hébété, mes mains tremblant sur le volant. J'ai dû m'arrêter 2 fois, car ma vision se brouillait à cause des larmes. Tout ce qu'ils avaient dit repassait en boucle dans ma tête. Les accusations, le sentiment que tout leur est dû, le manque total de reconnaissance pour tout ce que j'avais accompli. Ils croyaient sincèrement que je leur devais une partie de mon appartement. Ils pensaient réellement avoir un droit sur quelque chose pourquoi je m'étais tué au travail. Quand je suis rentré, je suis resté assise dans ma voiture pendant 20 minutes, à fixer l'immeuble. Cet endroit, qui avait représenté la liberté et le succès, semblait maintenant souillé par leur cupidité. J'ai appelé Jessica, et elle est venue immédiatement. Je lui ai tout raconté, et elle a écouté avec une colère grandissante, finissant par faire les 100 pas dans mon salon, pestant contre la folie de ma famille. Son indignation en mon nom m'a aidé plus qu'elle ne le savait probablement. Au cours des jours suivants, je m'attendais toujours à ce qu'ils s'excusent, qu'ils admettent avoir été déraisonnables, qu'ils reviennent sur leurs menaces de poursuites judiciaires. Sûrement, ils avaient parlé sous le coup de la colère et se calmeraient une fois qu'ils auraient eu le temps de réfléchir. Mais au lieu de cela, mon téléphone est resté silencieux. Pas d'appel, pas de texto, rien. L'absence de communication semblait plus menaçante que n'importe quelle dispute aurait pu l'être. 2 semaines plus tard, j'ai reçu les papiers officiels. Mes parents avaient réellement intenté un procès, réclamant 50% de mon appartement. Leur argument était qu'ils m'avaient fourni un logement,
de la nourriture et du soutien pendant mes années d'études, et que cela constituait un investissement dans mon avenir qui leur donnait droit à une part de mes actifs. Ils ont également prétendu que je leur avais emprunté 15 000 € au fil des ans, et utilisé cet argent pour une partie de mon acompte. Je suis restée assise dans mon appartement à lire ces papiers, avec l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. L'allégation concernant les 15 000 € était un mensonge pur et simple. Oui, je leur avais prêté de l'argent au fil des ans, probablement quelques milliers au total qu'ils n'ont jamais remboursé, mais emprunté. Le seul argent qu'ils m'aient jamais donné, c'était de petits cadeaux d'anniversaire en espèces, qui totalisaient peut-être 300 € sur toute mon enfance. J'avais tenu des registres méticuleux de chaque transaction financière que j'avais faite, et je pouvais prouver qu'ils mentaient. J'ai appelé Patricia Donovan, l'avocate qui m'avait mentoreté il y a des années. Elle m'a orienté vers un collègue spécialisé en droit de la famille et en litige civil. Il s'appelait Marcus Webb, et il était exactement le genre d'avocat dont j'avais besoin. Vif, pragmatique, et profondément sceptique face aux bêtises évidentes. Patricia m'a appelé personnellement après m'avoir référé, pour prendre de mes nouvelles. Elle m'a demandé comment je tenais le coup, et je me suis effondré au téléphone avec elle. Je lui ai dit que j'avais l'impression d'avoir tout fait correctement, d'avoir travaillé plus dur que quiconque que je connaissais, et que d'une manière ou d'une autre, j'étais quand même puni pour ça. Elle m'a laissé pleurer quelques minutes avant de parler. Puis elle a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Camilla, les gens qui ne peuvent pas créer leur propre succès essaieront toujours de le voler à ceux qui le peuvent. Ne les laisse pas prendre ce que tu as gagné. Batte-toi. Ces mots m'ont donné la détermination dont j'avais besoin pour aller à cette première réunion avec Marcus. Je me suis présenté au bureau de Marcus avec 3 cartons de documents, chaque bout de papier qui pourrait être pertinent pour mon cas. Marcus avait la quarantaine, les cheveux grisonnants, et ce genre de calme qui m'a tout de suite mis à l'aise. Il ne m'a pas pressé pendant que j'expliquais la situation. Il prenait des notes, posait des questions de clarification, et ne m'a jamais fait sentir que je lui faisais perdre son temps. Nous nous sommes rencontrés dans son bureau du centre-ville. J'avais apporté chaque relevé bancaire, chaque fiche de paie, chaque reçu que j'avais gardé au cours de la dernière décennie. Je lui ai montré l'historique de mon compte épargne, les dépôts réguliers de mes 3 emplois, le calendrier de remboursement des prêts, les documents hypothécaires. Il a tout passé en revue, prenant soigneusement des notes et posant des questions. Après 2 heures, il a levé les yeux et a dit « Mes parents n'avaient aucun dossier ». Il a expliqué que fournir les nécessités de base à un enfant mineur n'était pas un investissement qui leur donnait droit à des gains ou des actifs futurs. Il a aussi dit que leur réclamation concernant le prêt de 15 000 € nécessiterait des preuves, qu'ils ne seraient pas en mesure de fournir car cela n'était jamais arrivé. Mais il m'a prévenu que même les procès frivoles coûtent de l'argent à défendre. Il a estimé que cela me coûterait entre 10 000 € et 15 000 € en frais juridiques pour aller jusqu'au bout. J'ai eu la nausée. Mes parents allaient me coûter des milliers de euros que j'avais travaillé brutalement dur pour économiser. Tout ça parce qu'ils ne supportaient pas de me voir réussir. Marcus a déposé une réponse niant toutes leurs allégations. Nous avons inclus mes dossiers financiers montrant la source de chaque euro de mon acompte. Nous avons également documenté les prêts que je leur avais faits au fil des ans, avec des relevés de virements bancaires, prouvant que l'argent avait coulé de mon compte vers le leur, et non l'inverse. Nous avons déposé une demande reconventionnelle pour les frais juridiques que j'engageais pour me défendre contre leur procès sans fondement. La phase de découverte a été surréaliste. L'avocat de mes parents a demandé des années de documents financiers, de dossiers d'emploi, et même mes relevés de notes universitaires. Nous avons tout fourni, parce que je n'avais rien à cacher. Leur côté, cependant, ne pouvait produire aucune preuve du prétendu prêt de 15 000 €. Pas de chèque, pas de virement bancaire, pas d'accords écrits, rien. Marcus a expliqué que la découverte était notre allié dans cette affaire. Chaque demande de document qu'il faisait ne ferait que prouver davantage mon cas. Nous avons soumis des interrogatoires leur demandant de préciser les dates exactes, les montants, et les modes de paiement pour les prêts allégués. Leurs réponses étaient vagues et contradictoires. Ils prétendaient que certains paiements étaient en espèces, d'autres par chèque, mais ne pouvaient fournir de détails pour aucun d'eux. Pendant ce temps, je fournissais tout. Chaque relevé bancaire montrant mes dépôts de mes 3 emplois, chaque reçu de frais de scolarité, chaque chèque de loyer que j'avais fait. Ma vie financière était un livre ouvert, et elle racontait une histoire claire. J'avais gagné chaque centime de mon acompte par mon propre travail.
Il n'y avait pas de dépôt mystérieux qui pourrait être interprété comme des prêts de leur part, pas de trou dans mes revenus qui suggérerait que je comptais sur leur soutien. Le bilan émotionnel du processus de découverte a été écrasant. Je passais mes soirées à éplucher de vieux dossiers, revivant ces années de lutte, et ressentant l'injustice de tout cela à nouveau. J'étais là, à devoir prouver que j'avais gagné mon propre argent, me défendant contre les accusations de gens qui m'avaient regardé me tuer au travail et n'avaient jamais proposé d'aider. Jessica a commencé à dormir chez moi quelques nuits par semaine, parce qu'elle s'inquiétait pour moi. Elle me trouvait à minuit entouré de papiers, et me forçait à faire des pauses. Lors de leur déposition, mes deux parents ont bafouillé face aux questions sur quand et comment ils m'avaient prétendument prêté de l'argent. Ma mère a prétendu qu'elle m'avait donné de l'argent liquide à diverses occasions, mais ne pouvait se souvenir de date ou de montant précis. Mon père a dit qu'il m'avait fait des chèques, mais ne pouvait expliquer pourquoi aucun d'eux n'apparaissait dans leur relevé bancaire. Leur avocat avait l'air de plus en plus mal à l'aise à mesure que la déposition avançait. J'ai assisté à la déposition de ma mère, ce que Marcus m'avait indiqué comme étant mon droit. La regarder lutter pour répondre à des questions basiques sur ses propres affirmations était surréaliste. Elle n'arrêtait pas de regarder leur avocat pour obtenir de l'aide, mais il ne pouvait pas lui souffler les réponses. Quand Marcus lui a demandé de citer ne serait-ce qu'un exemple précis où elle m'aurait donné une grosse somme d'argent, elle a dit quelque chose à propos de mon 21e anniversaire, prétendant qu'elle m'avait donné 500 € en liquide. J'ai immédiatement sorti mes relevés bancaires de cette période. Il n'y avait aucun dépôt approchant ce montant. Mon anniversaire cette année-là était tombé pendant la semaine des examens finaux, et j'avais fait un double service au resto parce que Madame Chen manquait de personnel. J'avais fêté ça en m'achetant un cupcake à la boulangerie de l'épicerie. Le relevé bancaire montrait le solde de mon compte cette semaine-là, 347 €. La déposition de mon père a été pire. Il s'est mis en colère quand on l'a pressé pour des détails, accusant Marcus d'être irrespectueux et d'essayer de déformer ses propos. Marcus est resté professionnel tout du long, répétant simplement ses questions chaque fois que mon père essayait de dévier. À un moment donné, mon père a frappé du poing sur la table et a dit « Tout ça, c'est parce que je suis ingrat du fait qu'ils m'ont mis un toit sur la tête et de la nourriture dans la bouche, et que ça devrait compter pour quelque chose. » Marcus a calmement souligné que fournir les nécessités de base à un enfant mineur était une obligation légale, pas un prêt à rembourser. Le visage de mon père est devenu rouge, et il a commencé à hurler qu'il n'avait pas besoin qu'un avocat lui apprenne à être parent. Les doigts de la greffière volaient sur sa machine, capturant chaque mot. Leur avocat a demandé une pause, et quand ils sont revenus, mon père était visiblement plus calme, mais pas plus coopératif. Madison n'était pas nommée comme partie dans le procès, mais elle a soumis une attestation sous serment, affirmant que j'avais toujours été rancunière et jalouse d'elle, et que l'achat de mon appartement était une tentative délibérée de la blesser. Lire ces mots m'a fait l'effet d'être poignardé par quelqu'un avec qui j'avais autrefois partagé une chambre. Elle m'avait regardé travailler jusqu'à l'épuisement pendant des années, et n'avait apparemment rien appris. L'affaire a duré 8 mois. 8 mois de stress, à revoir des documents avec Marcus, à rester éveillé la nuit, à me demander comment mes propres parents pouvaient me faire ça. Madame Chen a remarqué que j'allais mal, et a commencé à me renvoyer chez moi avec des boîtes de nourriture, refusant que je paie. Jessica venait la plupart des week-ends, juste pour s'assurer que je mangeais et dormais. Finalement, nous avons eu notre jour au tribunal. Le palais de justice était froid, et sentait la cire pour sol. Je me suis assise à côté de Marcus à notre table, portant le plus beau tailleur que je possédais, que j'avais acheté dans une friperie il y a 6 ans. Mes parents étaient assis de l'autre côté de l'allée avec leur avocat, sans me regarder. La juge était une femme d'une 60aine d'années, nommée juge Caroline Torres. Elle avait la réputation d'être juste, mais impatiente avec ceux qui font perdre du temps. Elle a examiné le dossier avant que quiconque ne parle, et je pouvais voir son expression passer de neutre à légèrement agacée en lisant. L'avocat de mes parents est passé en premier, présentant leur affirmation selon laquelle ils avaient investi dans mon éducation, et qu'ils avaient le droit de partager mon succès. Il a soutenu que les parents ne devraient pas être exclus des gains financiers de leurs enfants après des années de soutien et de sacrifice. La juge Torres l'a interrompu 2 fois pour demander des preuves spécifiques du prêt allégué. Les 2 fois, il a dû admettre qu'il n'y avait aucune documentation. Elle a demandé s'il y avait des témoins de ces transactions en espèces. Il a dit non. Elle a demandé s'il y avait une tendance dans leur relevé bancaire de retrait de grosses sommes d'argent pendant les années en question. Il a admis qu'il n'y en avait pas. Quand Marcus s'est levé,
il était calme et méthodique. Il a présenté mes dossiers financiers, montrant chaque euro que j'avais gagné et économisé. Il a montré mes documents de prêt étudiant, prouvant que j'avais payé ma propre éducation. Il a présenté le témoignage de Madame Chen sur mon historique de travail, et les déclarations de l'épicerie et du cabinet d'avocats confirmant mon emploi et mes revenus. Il a aussi présenté les traces des petits cadeaux d'anniversaire et des billets de 20 € occasionnels que mes parents m'avaient réellement donnés au fil des ans, ce qui totalisait juste un peu moins de 300 € sur toute mon enfance et mon adolescence. À côté de ça, il a montré les virements bancaires prouvant que je leur avais prêté plusieurs milliers d'euros qui n'ont jamais été remboursés. Il a soutenu que leur procès était du harcèlement sans fondement, motivé par le ressentiment de mon succès, et que je devrais recevoir des honoraires d'avocat en conséquence. La juge a demandé directement à mes parents s'ils avaient des preuves, au-delà de leurs propres témoignages, pour soutenir leur demande. Ma mère a commencé à parler, mais la juge l'a arrêtée, et a précisé qu'elle voulait dire des preuves documentaires. Mon père a dit qu'il ne gardait pas de traces de tout, parce qu'il faisait confiance à leur fille. La juge Torres a enlevé ses lunettes, et les a regardées pendant un long moment. Puis elle a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Elle a dit que les parents ont l'obligation légale et morale de subvenir aux besoins de leurs enfants mineurs, et que le faire ne crée pas une dette que l'enfant doit rembourser. Elle a dit que l'allégation concernant le prêt de 1 500 € semblait être fabriquée, et que porter une telle plainte sans preuve était un comportement passible de sanction. Elle a rejeté leur plainte entièrement. Ensuite, elle m'a accordé 12 000 € de frais d'avocat, à payer conjointement par mes parents. Elle leur a aussi ordonné de payer les frais de justice. Le marteau est tombé, et c'était fini. Marcus m'a serré la main, et m'a dit que j'avais tout fait correctement. Mes parents sont sortis sans un mot. Madison attendait dans le couloir, et elle m'a foudroyé du regard comme si je lui avais fait du tort personnellement. Je m'en fichais désormais. C'était hier. Je suis de retour dans mon appartement maintenant, celui que j'ai acheté avec mon propre argent, regardant la rivière. Je n'arrête pas de penser aux mots de la juge sur l'obligation parentale. Toutes ces années, je pensais peut-être être ingrat ou trop dur avec eux. Mais la vérité, c'est qu'ils m'ont laissé tomber de toutes les manières qui comptaient. Et ensuite, ils ont essayé de me punir pour avoir réussi malgré eux. Mon téléphone n'arrête pas de vibrer avec des appels de proches. Ma tante a appelé pour dire que je déchire la famille, et que je devrais avoir honte. Mon oncle a envoyé un texto disant que je suis avare et sans cœur. Madison a posté quelque chose sur Facebook à propos des membres de la famille toxique qui priorisent l'argent sur les relations. Pendant le procès, leur avocat avait mentionné quelque chose à propos d'eux commençant un fonds pour l'université des futurs enfants de Madison, ce qui expliquait où passer une partie de leur argent. J'ai bloqué tout le monde. Jessica est venue ce matin avec du café et des bagels. Elle m'a serré dans ses bras, et a dit qu'elle était fière de moi. Madame Chen a appelé pour prendre de mes nouvelles, et m'a invité à dîner chez elle ce week-end. Patricia Donovan a envoyé un email pour me féliciter, et dire qu'elle avait toujours su que je m'en sortirais très bien. Ce sont eux mes proches, ceux qui ont été là quand ma propre famille ne l'était pas. Ceux qui ont célébré mes victoires au lieu de les envier. Je ne suis pas triste d'avoir perdu mes parents et ma sœur. Peut-être que cela fait de moi quelqu'un de froid, mais je ne peux pas pleurer des relations qui n'ont jamais été réelles. Ils ont eu 27 ans pour me traiter comme si je comptais, et ils ont choisi de ne pas le faire. Ils avaient toutes les occasions d'être heureux pour moi, et au lieu de cela, ils ont essayé de prendre ce que j'avais gagné. Les frais d'avocat qu'ils me doivent proviendront de leurs économies, peut-être même de ce fonds universitaire pour les enfants hypothétiques de Madison. J'espère que chaque paiement leur rappellera qu'ils ont élevé une fille qui a réussi sans eux, et que leur amertume leur a coûté plus que de l'argent. J'ai fait 3 boulots depuis mes 16 ans. J'ai payé moi-même mes études. J'ai acheté un appart à 26 ans avec l'argent que j'ai économisé grâce à des années de sacrifice. Et quand mes parents ont essayé de me le prendre, j'ai tenu bon au tribunal. Hier soir, je me suis assise sur mon canapé dans ma maison, celle avec mon nom seul sur l'acte, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. La paix. Ils voulaient me faire sentir coupable de réussir. Au lieu de cela, ils m'ont enseigné la dernière leçon que j'avais besoin d'apprendre, que je n'ai pas besoin de leur approbation, de leur soutien, ou de leur présence dans ma vie. J'ai tout ce dont j'ai besoin, parce que je l'ai construit moi-même. Point. Et vous savez quoi? C'est plus que ce que Madison ne sera jamais capable de faire.